Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 21 juillet 2018. Tout de suite les titres. Du courant pour les perfectionnements, c'est l'exigence des artisans de Sédhiou. Ces acteurs du secteur informel ont mis à profit la visite du DG de l'ANPA pour interpeller les autorités sur les conditions de travail. La réinsertion économique des populations déplacées et réfugiées de retour au bercail passe pour être une condition pour la consolidation de la paix en Casamance. À Boutoupa Kamarakunda, l'exemple du jeune Ibrahima Diallo qui s'est investi dans la fabrication de pain traditionnel suffit pour convaincre. C'est le reportage du jour que vous propose la rédaction du groupe Média du Sud. L'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire de développement. C'est tout de suite. Bienvenue à tous, direction Sédhiou. Les pensionnaires du centre de perfectionnement des artisans ruraux réclament une bonne qualité d'électricité pour son fonctionnement. Un cri de cœur lancé devant le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'artisanat. Ce dernier s'engage à porter le combat auprès des autorités compétentes. Les propos de Papa Amadi Ndao sont recueillis par Lamine Diop. Que le président voudrait, c'est qu'au niveau central, comme au niveau décentralisé, que les artisans puissent capter cette manne financière détenue par la commande publique. Nos artisans ont les compétences, ils ont la capacité, il faut qu'ils soient éveillés, qu'ils soient formalisés, qu'ils aient le minimum de documents qu'il faut pour pouvoir compétir légitimement à ces marchés-là. En réalité, ce n'est pas un manque d'électricité, mais c'est juste un niveau d'ampérage. Si je peux m'exprimer ainsi en profane, il faudrait juste augmenter l'ampérage pour faire fonctionner toutes ces belles machines qui se trouvent dans ce centre et qui doivent servir aux apprenants de Sédhiou et de toute la région de la Belle Casamance. Et je pense que dès que nous allons rentrer à Dakar, nous allons nous atteler à ce problème-là pour que incessamment, dans les meilleurs délais, ce centre puisse être fonctionnel. L'alerte sonnée par le Soutelec, syndicat uni des travailleurs de l'électricité quant au risque de retour des délestages d'électricité fait réagir le gouvernement. Le directeur de cabinet du chef de l'État est celui qui est monté au créneau pour mettre un bémol sur cette annonce. Maître Oumar Youm tente ici de démontrer le non-sens de cette sortie des syndicalistes. Écoutons les arguments du décès au micro de nos confrères de Dakaractu. Sur les délestages, d'abord, il faut rassurer. C'est des informations qui ne sont pas officielles, venant d'une source syndicale. Donc, il faut simplement dire que cette annonce n'est pas en tout cas ce qui est en l'état actuel constaté au niveau de la direction générale de la Sénélec. Ce n'est pas aussi une annonce confirmée par le ministère en charge des énergies. Ce n'est pas une annonce confirmée par le gouvernement. Ils sont dans le rôle syndical. On peut faire l'alerte, mais ce qui n'est pas bien, c'est de s'inscrire dans une démarche pour apeurer, pour perturber, pour déstabiliser. C'est bien de faire la lutte syndicale en tenant compte et en souhaitant préserver les intérêts matériels et moraux des syndicats, mais il n'est pas bien de faire dans des annonces qui sont de nature à perturber, à faire peur aux Sénégalais. Je profite de l'occasion pour rassurer les Sénégalais. La Sénélec n'a jamais été aussi bien gérée avec une implication forte de l'État du Sénégal. Nous avons fait beaucoup en si peu de temps. La production de la Sénélec a été doublée. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 MW, alors qu'en prenant le pouvoir, on était à moins de 600 MW. Les lignes ont été renforcées. Beaucoup d'investissements ont été faits au niveau de la Sénélec, à telle enseigne qu'on est très loin de ce qui a été décrit comme l'apocalypse au niveau de la Sénélec. Loin de cela, le gouvernement a toutes les données et nous pensons qu'avec la direction générale, nous allons justement montrer aux Sénégalais que le secteur de l'énergie n'a jamais été aussi pris en charge par le gouvernement, en tout point de vue. Vous avez vu déjà la politique de mix énergétique qui a été une politique de succès. Aujourd'hui, le solaire est une réalité au Sénégal.
demain, l'éolienne sera une réalité au Sénégal. Donc je profite de l'occasion pour rassurer les Sénégalais, au nom de M. le Président de la République, au nom du gouvernement du Sénégal, cette description apocalyptique n'a pas lieu d'être au niveau de la Sénélec. Puis, Inch'Allah, les Sénégalais vont continuer à constater la qualité de service, mais aussi une qualité de service avec une accessibilité à des prix remarquables. Récemment, 15% de la valeur de l'électricité a été diminuée et ça, le gouvernement l'a fait en connaissance de cause. Le programme spécial olympique a célébré ses 50 ans ce 20 juillet. Au Sénégal, Dakar et Bignona ont été choisis pour marquer le cinquantenaire de cet organisme de prise en charge par le sport des enfants déficients intellectuels. Cher Sidati Diaban, responsable du sous-programme spécial olympique de Bignona. Au niveau du Sénégal, on a choisi le site du sous-programme des spécial olympiques de Bignona et celle de Dakar qui est le monument de la Renaissance. Donc on nous avait demandé de faire une lumière rouge qui reflète les 50 ans des spécial olympiques. Spécial olympique, c'est une association qui œuvre pour les déficients intellectuels. C'est une association qui regroupe enfants comme adultes ayant une déficience intellectuelle. Nous regroupons ces enfants-là avec le sport tous les dimanches pour que les enfants puissent s'épanouir dans la vie. Le sous-programme de Bignona a débuté en 2013. 2013 à nos jours, chaque fois que nous participons aux compétitions au niveau national, nous revenons avec des médailles. Et en 2016, le sous-programme de Bignona a été choisi comme meilleur sous-programme des spéciales olympiques du Sénégal. Nous, ce qu'on dit avec spécial olympique, c'est des enfants que les parents ferment dans les maisons. Parce que les enfants nés comme ça, après naissance, ils doivent avoir une considération. Mais il y a certains parents, pour eux, c'est un tabou. Ils ne veulent pas que certains parents sachent qu'ils ont ces enfants comme ça. Mais depuis lors, il y a un petit changement parce que c'était des enfants qu'on fermait. Et finalement, ces gosses-là, qu'on dit des couches vulnérables, ils ont pris goût à ces genres d'activités. C'est les parents eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'ils ont trouvé un petit changement par rapport que les enfants étaient nerveux. Des fois, ils ne pouvaient pas digérer certaines choses, mais actuellement, des fois, quand ils parlent, ils sont un peu compréhensifs. On en sait plus sur les raisons du choix du Sénégal par le président de la République populaire de Chine pour sa première sortie officielle en Afrique de l'Ouest, la troisième effectuée en terre africaine depuis son élection. Xi Jinping, attendu ce samedi 21 juillet à Dakar pour un séjour de 48 heures, aura un programme bien fourni à dérouler avec son homologue, le président Macky Sall. Le niveau de la démocratie et les performances économiques du Sénégal seraient les raisons du choix du Sénégal selon son excellence que nous écoutons. Une visite qui est la première visite de notre président Xi Jinping après sa réélection au président. Et aussi le Sénégal est le premier pays de l'Afrique pendant son voyage en Afrique. Pourquoi le Sénégal? Parce que tout d'abord, les deux dirigeants, le président Xi Jinping et le président Macky Sall ont établi des relations très étroites, tant sur le plan de travail et sur le plan personnel aussi. Deuxième, le pays Sénégal est un pays qui maintient une stabilité politique depuis longtemps, depuis ces dernières années, a connu un développement économique remarquable. Et aussi sur le plan diplomatique, le Sénégal a joué un rôle très actif dans les régions. Et entre nos deux pays, depuis ces dernières années, j'ai dit tout à l'heure que nos relations de coopération sont atteintes à un niveau sans précédent. Passons à présent au reportage du jour. Offrir aux déplacés et autres réfugiés de retour au bercail des possibilités d'auto-emploi passe pour être un levier à actionner pour la consolidation de la paix en Casamance. L'initiative d'Ibrahima Diallo, natif de Boutoupa Kamarakunda, est un cas d'école pour tous les jeunes de la Casamance. Le groupe Média du Sud est allé à la rencontre de ce jeune qui s'active dans la fabrication du pain traditionnel.
Pour avoir fui leur terroir à cause de l'insécurité, certaines populations de l'arrondissement de Niaguis, réfugiées en Guinée-Bissau des années durant, ont entamé le retour avec l'installation progressive de la paix en Casamance. Ici à Boutoupa Kamarakunda, ce retour est presque effectif, même si la réinsertion économique demeure la préoccupation des ex-réfugiés et déplacés. Ibrahima Diallo, lui, nous parle de son histoire. waaw temps jamono bala ay jafe-jafe suñu jafe-jafe Casamance fi fekkee maa ngi fi mais depuis boobu ñu doog a daw dem Guinée-Bissau ma doog a ñib si encore. Je vivais ici avant le conflit, mais le conflit a gâté mes études, car j'ai fui pour aller en Guinée-Bissau, où j'ai continué à étudier à l'école portugaise. Mais c'est là où j'ai été charmé par le métier de fabrication de pain traditionnel. di jàng foofu mais depuis xeex bi commencé ma daw dem Guinée-Bissau depuis ma egg foofu encore continuer di jàng école portugais ba ma gis liggéey mburu bi mu neex ma balaa may toog nii rek ma dugg liggéey. Depuis sa réinstallation, la fabrication de pain traditionnel demeure sa seule activité. Un travail difficile certes, mais qui nourrit bien son homme, surtout en période de commercialisation de la noix de cajou. Alhamdulillah masa mun naa wax muy dox passé. Depuis mon retour, je gagne ma vie à travers ce travail, la fabrication du pain traditionnel. Je fabrique environ journalièrement 100 à 450 pains, surtout en période de campagne de cajou. Je gagne entre 800 et 2500 par jour. Quelquefois, le manque d'argent des populations fait que j'ai des invendus. Bon, tant campagne, je gagne 25 000 chaque jour, mais ça a 10 000, 9 000. La difficulté dans ce travail demeure la formation des apprentis. La rigueur exigée par le travail fait que beaucoup d'enfants abandonnent, nous confie Ibrahima Diallo, obligé d'être meunier et livreur en même temps. Pour nga am xaalis il faut mu métti d'abord mais boo waxee lu yomb rek nga doog a am xaalis boobu du mun nekk. Pour gagner de l'argent, il faut se sacrifier. Mais moi, j'ai l'habitude des durs travaux. Depuis ma réinstallation ici, je ne parviens pas à avoir un apprenti, car ils finissent tous par abandonner à cause des exigences de ce travail. Je veille chaque jour et je livre le pain le lendemain moi-même. Mais depuis que je suis fini, je ne peux pas apprendre parce que c'est dire que la consolidation de la paix en Casamance est un défi certes, mais qui exige des solutions à la réinsertion socio-économique des populations de retour. Nous passons à l'actualité internationale en bref et en images. Le Zimbabwe pourrait passer pour un second tour qui opposera le chef de l'État Emmerson Mnangagwa et son principal rival Nelson Chamisa lors de la présidentielle prévue le 30 juillet. Le premier étant crédité de 40% des suffrages contre 37% pour le second, indique un sondage publié ce vendredi. L'écart entre les deux candidats n'est plus que de 3 points contre 11 points en mai dans l'enquête réalisée par le même groupe. Environ 20% des électeurs sont encore indécis, selon Afrobaromètre, qui estime que l'ordre du raisonnable et du possible que Nelson Chamisa l'emporte au premier tour. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour le 30 juin, un second tour est prévu le 8 septembre. Dans ce même sondage, 4 personnes interrogées sur 10 redoutent que les résultats proclamés des élections soient incorrects et que les services de sécurité n'acceptent pas les résultats. Les Zimbabwéens sont appelés à élire leur président, députés et conseils municipaux le 30 juillet dans les premiers scrutins organisés depuis la chute de Robert Mugabe. En RDC, si Gaël Poyo et Franck Zongwe Lukawa sont en fuite, Yolande Kusaya et Cédric Kindoubou sont détenus dans une prison de Kinshasa. Tous les 4 journalistes paient cependant pour un crime commun. Des investigations sur des problèmes fonciers impliquant des dignitaires du régime de Joseph Kabila. Est-il interdit à un journaliste de mener des enquêtes relatives aux problèmes fonciers en RDC? C'est en tout cas l'impression que donnent ces derniers temps des autorités congolaises. Selon l'ONG de défense de la presse, journalistes en danger, 2 journalistes sont détenus arbitrairement depuis 4 jours au cachot au parquet de Kenkol, à l'est de Kinshasa, sur ordre du procureur de la République. Ces journalistes ont été arrêtés mardi au cours d'un reportage sur un conflit foncier dans la périphérie de Kinshasa impliquant le maire de la commune de Sel, à l'est de la capitale congolaise.
L'autorité aurait proféré des menaces de mort contre un habitant, selon Kali Kolonda, coordonnateur de RLTV. Après une journée de vendredi où l'armée israélienne a massivement bombardé la bande de Gaza, un accord de cessez-le-feu qui réduit le spectre d'une nouvelle guerre a été trouvé dans la nuit de vendredi à samedi 21 juillet entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. Une escalade de violence a coûté la vie à 4 Palestiniens et à un soldat israélien. Grâce aux efforts de l'Égypte et de l'ONU, nous sommes parvenus à un accord pour revenir à l'état de calme qui précédait entre l'occupation israélienne et les factions palestiniennes, a indiqué le porte-parole du Hamas, Faizi Barhoum, dans un communiqué. Le soldat israélien a été abattu par des tirs palestiniens le long de la frontière, le premier tué près de Gaza depuis la guerre qui a opposé en 2014 Israël au mouvement islamiste Hamas qui contrôle ces territoires palestiniens, a indiqué l'AFP, un porte-parole militaire. L'actualité sportive est signée Mafou Kouyaté. Les moins de 17 ans du Sénégal reprend ses fonctions du 23 au 27 juillet 2018 en perspective des éliminatoires pour la Coupe du monde des Nations des moins de 17 prévue en Tanzanie en 2019. Le coach Malick Taf fait appel à 30 joueurs pour un regroupement fermé de 5 jours. En effet, les Lionceaux du Sénégal vont participer au tournoi des moins de 17 ans de la zone A de l'UFOA prévu en septembre à Dakar, au terme duquel seront connues les équipes qualifiées à cette CAN. Dans un communiqué, le secrétaire général de la Fédération de football du Sénégal informe que les Lionceaux sont convoqués lundi 23 juillet 2018 à 11 h au centre de développement Jules-François Bocandé à Touab Dialaw. Prêté la saison dernière à Cardiff City par son club Nottingham Forest, Armand Traoré quitte donc l'Angleterre pour la Turquie où il va retrouver une forte colonie sénégalaise. Son nouveau club, Rizespor, est un promu qui a remporté le championnat de 2e division en Turquie et qui arrive donc dans l'élite avec beaucoup d'ambition. Son absence surprise de l'entraînement à la veille du match face à la Belgique avait fait grand bruit en Russie et en France. L'équipe nous apprend ce samedi que Kylian Mbappé a joué blessé, diminué au dos, la demi-finale du mondial contre les Diables Rouges 1-0 et la finale face à la Croatie 4-2. Le 9 juillet, la veille d'affronter la Belgique, l'attaquant français fait un faux mouvement au moment de sortir de son lit et de saisir des effets personnels pour prendre sa douche. Mbappé fait un faux mouvement, ressent une vive douleur dans son dos, entend comme un bruit de claquement et s'effondre dans son lit, comme paralysé. Incapable de se lever, il peine à saisir son téléphone pour appeler Franck Lecole, le médecin des Bleus. À Klagenfurt, en Autriche, les Parisiens débutent donc l'International Champions Cup, compétition amicale qui dispute pour la 4e fois d'affilée face au Bayern Munich samedi à 16 h. Parmi les cadres présents en Autriche, Verratti et Kurzawa ont déclaré forfait. L'un se remet encore de son opération d'une pubalgie, tandis que l'autre semble en méforme. On retrouvera donc Gianluigi Buffon, loin d'être convaincant face à Chambly. André Rabiot, pas encore transféré, ou encore Gégé, revenu d'un prêt à Stock. Sans oublier Timothy Weah, encore un amoindri. Nul que Thomas Tuchel tentera de limiter la casse et prouver ses capacités à faire progresser certains jeunes. Dans cette International Champions Cup, Paris affrontera également Arsenal avec le retrouvailles face à Unai Emery, 28 juillet, et l'Atlético 30 juillet à Singapour, avant de disputer le trophée des champions en Chine face à Monaco le 4 août. C'est par cet élément que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Au revoir.